Bon dia a tothom. Bon dia a tothom i benvinguts a aquesta jornada francòfona d'impuls al batxibac a Lleida. I amb aquest edifici i amb aquesta sala tan noble, com me deien ara, que la Universitat de Lleida us acull amb tot el carinyo amb aquesta jornada. Bonjour à tous et soyez bienvenus à l'Université de Lleida. Directora general, agregat a l'ambaixada, degana, director dels serveis territorials, professorat, representants de les diverses entitats, com a vicerectora, estudiants, amics, amigues. Com a vicerectora d'estudiants de la Universitat de Lleida és per a mi un plaer acollir-vos avui en aquesta jornada que se celebra a la Universitat de Lleida per segona vegada. En primer lloc, el que faré és presentar-vos les persones que m'acompanyen a la taula, que són a la meva dreta la senyora Montserrat Llobet, directora general d'Educació Secundària Obligatòria Batxillerat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i a la meva esquerra el senyor Stéphane Paris, agregat de Cooperació Lingüística i Educativa de l'Ambaixada de França. Ara els dono la benvinguda a tots dos a la nostra universitat. És un plaer i un honor tenir-los aquí i tot seguit ells us adreçaran unes paraules. Monsieur Paris, vous avez la parole. Madame la vice-rectrice, Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs, bon día a tothom. Es un plaer estar aquí. Dans ce lieu prestigieux, à l'université de Lleida, quand je vois l'organisation, la présence de tellement d'autorités, c'est un signe de la filière prestigieuse que représentent les sections batxibac. Et l'organisation de cette journée à l'université de Lleida est une reconnaissance de l'excellence, finalement, de la formation que vous suivez, les élèves, et du travail que font les professeurs. C'est aussi le signe que vous avez vocation à poursuivre vos études à l'université, alors que ce soit ici, à celle de Lleida, ou en France. Vous y êtes préparé par votre formation, puisque le cursus batxibac vous apporte des méthodes, une façon de présenter les idées, d'organiser votre expression, d'analyser, de commenter. Ce sont des exigences qui sont propres ensuite à la carrière universitaire, mais qui sont très développées dans les épreuves d'histoire et de littérature que vous allez présenter. Alors, j'aimerais saluer le travail des professeurs qui vous préparent et qui se forment eux-mêmes à l'occasion de séances de formation continue en histoire et en littérature. Et également, je salue l'organisation de groupes de travail de professeurs en histoire, groupes de travail régionaux à Lleida, à Tarragona, à Barcelone, à Girona. C'est le signe d'une dynamique en faveur de ces filières batxibac. Le programme batxibac est très important pour l'ambassade de France et particulièrement présent ici en Catalogne avec un très grand nombre d'établissements. Il y a plus de 50% des sections batxibac au niveau national se trouvent ici en Catalogne. Et j'aimerais saluer donc la contribution de toutes les institutions qui soutiennent ce programme. Ce matin, particulièrement les écoles officielles de langue, mais toute l'année et depuis le début aussi, pour la partie française, le soutien de l'Institut français, du lycée français de Barcelone, des alliances françaises, de Campus France. Et c'est le signe que vous, les élèves, êtes vraiment une génération et aussi un public important. Alors, ces journées batxibac, organisées à l'université, sont une occasion pour vous de fréquenter, de pratiquer la langue française autrement. Et en regardant le programme, je suis très séduit
par le côté complémentaire des activités qui vous sont proposées. À l'école, dans votre établissement, vous préparez beaucoup des matières, des épreuves exigeantes, mais aujourd'hui, la dimension ludique du français n'est pas oubliée et il est très important que vous le pratiquiez, que vous l'expérimentiez, que vous le viviez également en dehors de l'école. C'est ce que permet une journée comme celle-ci et je vous encourage à avoir d'autres expériences, peut-être faire des séjours linguistiques pendant les vacances en France, participer à des chantiers internationaux. C'est très, très enrichissant et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette journée et je remercie le département d'enseignement pour la bonne coopération dans ce programme. Merci à tous et bonne matinée. Merci beaucoup, Monsieur Paris. Senyora Llobet, té la paraula, com vulgui. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, saludar la vicerectora, l'agregat cultural de l'ambaixada francesa a Barcelona, el senyor Estefan Paris, el delegat director territorial, inspectors, la degana de la facultat, subdirector general d'ordenació curricular i a tots els membres i persones tant de la universitat com dels serveis territorials, així com principalment els professors i professores i estudiants que avui sou aquí. Bé, és un plaer poder compartir aquesta jornada, aquesta segona jornada sobre la francofonia i l'impuls cap al batxibac, aquesta doble titulació del batxillerat francès. Abans d'iniciar o de continuar, sí que voldria fer un recordatori, un petit recordatori a la professora Carme Perucho, una professora d'història que impartia història també en el batxibac a l'Institut de la Pobla, que ens va deixar el mes de desembre i, per tant, jo crec que avui se la troba a faltar perquè segurament seria una de les ànimes de l'impuls d'aquest batxillerat. Un recordatori, doncs, per ella. Quan parlem d'aquest programa de batxillerat, jo crec que un programa de batxillerat, fer una doble titulació del batxillerat i del batxillerat francès, del baccalaureat, del batxibac, que és com el presentem aquí, dona al centre i a tota la comunitat educativa una dimensió europea de primer rang. Estem davant dels únics estudis postobligatoris no universitaris que tenen una doble titulació al nostre país, no n'hi ha d'altra. I aquesta dimensió europea, que també traspassa les aules dels centres de secundària, dona també després gairebé al voltant d'un 10% de l'alumnat de batxibac que continua els seus estudis en un país estranger. Per tant, aquest programa batxibac també és una posada en pràctica clara del plurilingüisme, del multilingüisme, en què el domini de diverses llengües, castellà, francès i anglès en molts casos, proporciona també l'accés al coneixement i dona reconeixement a qui supera les proves. En el model d'aplicació de la metodologia AICLE o EMIL en francès, és aquesta impartició de continguts curriculars en llengua estrangera, és un fet que suposa una contínua actualització científica i metodològica per part del professorat que treballa dins del programa. Què aporta també als alumnes? Doncs als estudiants us porta una doble titulació que per continuar en estudis superiors, tant en el nostre país, però amb l'acreditació d'un B2, un nivell B2, que sabeu que és el nivell de llengua estrangera que es demana, que és una condició sine qua non per obtenir un grau universitari. Per tant, si feu continuïtat universitària, obtenir també aquest B2 és un avenç en la vostra carrera d'estudiants. Estàvem dient, per tant, que aquesta doble titulació és un model d'aprofundiment en el desenvolupament de les línies d'excel·lència curricular i pedagògica en l'àmbit del batxillerat. I això, aquesta excel·lència, aquesta singularitat,
Jo crec que comporta, com deia el Stephen Parris, comporta incorporar al currículum propi la història de França i la llengua i la literatura franceses i cursar un terç de les hores lectives en llengua francesa, la immersió lingüística, un terç de les hores lectives en llengua francesa. Per tant, és una bona part del currículum de batxillerat que haureu d'estudiar en francès. I un cop finalitzat el currículum mixt de l'alumnat, heu de superar una prova externa, que és el que dona opció a l'obtenció del títol. Jo aquí volia fer esment, per tant, el valor que té com a estudiants, i aquí sí que m'adreço molt directament als estudiants que esteu o bé a quart d'ESO a punt de triar si fareu aquesta opció els cursos que ve, o els que esteu ja primer i segon, per tant ja teniu experiència i ja heu experimentat el que suposa, jo crec que aquí hi ha el valor afegit que, per descomptat per vosaltres, és un esforç addicional. Ho trieu perquè voleu. Cursar dues opcions de batxillerat requereix aquest esforç addicional, requereix una inversió personal important, però que de fet també a llarg termini és una inversió de futur, és una inversió també al vostre desenvolupament tant professional com intel·lectual i social. Per tant, l'esforç que requereix obtenir aquesta doble titulació és un esforç que es veurà després, us acompanyarà al llarg de tota la vostra carrera. Per tant, jo felicito i remarco especialment aquesta voluntat dels estudiants que feu aquesta opció, perquè penso que és molt bona opció i és una bona tria el que després us aportarà al llarg de la vostra vida. Tot aquest programa, quin altre valor té? Jo crec que hi ha aquest valor entre universitats, la relació entre universitat, escola oficial d'idiomes, instituts, fa que hi aquesta simbiosi, aquest treball, aquesta participació i treball en equip, jo crec que ho propicia també aquest espai idoni entre aquesta trobada entre professorat, perdoneu una altra vegada, entre l'alumnat i els professors de Batx i Bac en un campus universitari on es desenvolupen conferències sobre continguts curriculars, tallers i presentacions d'estudis superiors. Jo penso que és un bon moment pels estudiants que veniu de l'institut aquesta trobada en el campus de poder veure quines ofertes hi ha, de quina manera es treballa, com aneu lligant també professorat d'universitat i professorat d'escola oficial d'idiomes, aquesta aportació i aquest intercanvi de coneixements i de formació que és bo també de cultivar. Per tant, aquestes jornades efectivament són un complement formatiu de l'alumnat dins d'un ambient francòfon. Jo no parlo avui francès, però aquí avui em sembla que serà la llengua principal i que dona accés a aquest ventall ampli de treballar, d'aprofundir en aspectes curriculars, temes transversals. He vist que feu teatre, que hi ha música, que hi ha jocs lingüístics, història, cultura, civilització franceses. Per tant, és una jornada que serà també enriquidora i dinàmica, i aporta diferents camps i s'hi veuen aspectes molt diferents. Aquestes jornades també són una orientació professional i acadèmica de primera mà per tots els alumnes que hi participeu, perquè, de fet, la Universitat Amfitriona, en aquest cas és la Universitat de Lleida, però això ho fem en totes les universitats catalanes, presenta els seus estudis i els programes de mobilitat estudiantil. Jo penso que és de gran interès també per vosaltres, pels estudiants, tenir aquesta possibilitat d'informació de primera mà dels estudis que s'ofereixen i les possibilitats de fer-los. Queda per destacar, de fet, l'alta participació del professorat. Jo crec que és boníssima
el professorat, la implicació que hi teniu directament, això no es podria fer si no hi hagués aquesta implicació tan directa del professorat dels diferents instituts que hi participeu, i per descomptat dels inspectors d'educació, els pares i mares i els alumnes també en aquestes sessions d'orientació del Campus Frans, que conjuntament amb l'ambaixada francesa es van organitzar al llarg del mes de desembre aquí a Lleida, a Barcelona, a Girona, a Reus. Nosaltres ens encoratja, o sigui, aquesta iniciativa ens encoratja a donar continuïtat a aquestes trobades d'orientació. I sobretot aquesta relació amb l'ambaixada francesa i amb la delegació francesa, perquè de fet entre el Departament d'Ensenyament i la proposta amb l'ambaixada francesa que tenim al darrere, de fet, és promoure i difondre la llengua i la cultura franceses en el sistema escolar català, afavorir l'interès dels alumnes per aprendre el francès i acostar-se a la cultura dels nostres veïns. Som els veïns més propers que tenim, per tant és bo tenir aquest intercanvi, aquests coneixements culturals, i fer palesos, per descomptat, els lligams que ens uneixen a francesos i catalans. Són amb dues cultures mediterrànies, amb un passat llatí comú i proximitat que facilita l'estudi de les dues llengües. Per tant, jo crec que és una iniciativa boníssima que l'hem de promoure i donar-hi continuïtat i ampliar-la amb tot el que sigui possible i que es pugui anar impartint gairebé en tots els instituts de batxillerat que imparteixen el batxillerat puguin també fer aquesta doble opció. Res més, intentar que passeu això, desitjar-vos que passeu una bona jornada i que sigui ben profitosa i activa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, directora general. Naturalment, com a vicerectora, em toca cloure la petita inauguració que fem d'aquesta jornada i, en principi, he de dir que he de subscriure les paraules que han dit els meus companys de taula. Penso que realment és aquesta relació amb l'ambaixada, aquesta relació amb el departament i aquest impuls amb una iniciativa educativa que dona visibilitat sobretot a la relació França-Catalunya, etc., penso que l'hem d'aprofitar i l'hem de mantenir, per descomptat. Però també us voldria dir alguna altra cosa, com que l'any passat, fa un any i escaig, al novembre del 15 era, que es va celebrar la primera jornada del batxibac a Lleida, a la Universitat de Lleida. I tots recordeu que estàvem una mica trasbalsats pels fets que havien ocorregut, que havien succeït feia pocs dies a París. Avui no ens sentim de la mateixa manera, perquè no tenim tampoc, per sort, un esdeveniment immediat tan colpidor, tan proper i tan dramàtic, però crec que també és bo recordar que els valors socials i cívics que promouen la comprensió i la comunicació i la intercomprensió i la comunicació entre les diferents societats d'ideologies, llengües i creences diverses segueixen en risc. Jo diria que en un grau elevat de risc. I això no solament a la nostra Europa, sinó també a altres indrets del planet, com tots sabem. Però al fil d'aquesta reflexió vull dir que crec fermament que experiències com aquesta, la del batxibac, que avui ens reuneix aquí, poden aportar un granet de sorra a que aquests valors socials universals es mantinguin i promoguin l'apropament i reconeixement mutu entre societats i comunitats diverses. Jo crec perquè el batxibac pretén donar impuls i visibilitat a una acció educativa que amplia l'horitzó dels estudis de batxillerat al nostre país i que, per tant, dona més oportunitats als nostres estudiants, a vosaltres. Però també perquè, a més, això ho fa en molts sentits. No només pel que fa a continguts i matèries, que això és important, sinó també perquè permet als estudiants conèixer en profunditat una altra llengua, una altra societat i, al cap i a la fi, una altra forma d'entendre el món. I això només pot fer que donar-vos amplitud de mires i tolerància, esperit de tolerància. També vull recordar que els que tenim una certa edat vam aprendre francès abans que l'anglès o que qualsevol altra llengua estrangera. La llengua francesa era molt present en la nostra vida. En l'ensenyament, és clar, però no solament, perquè també ens vam apropar a la literatura francesa, al cinema francès,
novel·les, pel·lícules, a la seva música, amb cançons que amb les seves lletres ens feien conèixer una altra societat, aleshores molt més lliure que la nostra. He de dir que trobo a faltar tot això en aquests moments a la nostra societat. Si podem fer alguna cosa aquí, doncs tot això que estem fent. En definitiva, a través de la cultura francesa ens vam poder sentir part d'una Europa que d'alguna manera sentíem nostra, però la qual ens estava una mica vetada, jo diria. En aquells moments la nostra societat no era tan lliure com la que tenim ara. Cal recordar-ho de tant en quant, sobretot a la gent més jove que no ho ha viscut. En plus, je me souviens notamment que parmi les livres que nous étudions alors, il y avait toujours ce qui était intitulé « Langue et civilisation française ». Je ne crois pas que d'autres langues aient des livres avec ces mots dans le titre. Ça veut dire quelque chose, à mon avis. La société française a toujours eu ce concept comme un des plus importants, la civilisation. La révolution fut un des points de repère dans la liberté de l'être humain et les mots liberté, égalité et fraternité proviennent de ce temps-là et nous en serons toujours reconnaissants. Et en plus, il est, sans aucun doute, ce qui a conduit vers un autre phénomène culturel et idéologique comme il fut l'illustration, l'une des plus grandes contributions à la prise de conscience de la société européenne de la valeur de la culture et la science, comme des facteurs indispensables pour lutter contre l'ignorance et la barbarie. Et pour tout cela, et non seulement pour être voisins, à la Catalogne aussi en Espagne, la langue et la culture française ont toujours signifié une référence très vive et très importante. Puis arriva le monde anglo-saxon avec toute sa puissance, devant lequel il semblerait que les langues de culture les plus parlées, comme le français ou même l'espagnol, resteraient négligées. Et qui nous devons reconnaître que l'anglais est devenu une langue véhiculaire mondiale. Mais combien de pauvres serait le monde si nous n'avions qu'une seule langue comme référence linguistique et culturelle internationale? Rien de tout cela. Aujourd'hui, nous sommes ici pour réaffirmer une expérience avec une histoire déjà bref, mais très intéressante, qui apporte à nos étudiants un univers linguistique et culturel auquel nous ne pouvons pas, ne voulons pas renoncer. Je veux remercier au nom de l'Université de Lleida tous qui ont fait possible cette expérience du Bachibac, une expérience qui offre la possibilité à nos élèves de finaliser l'école mieux préparés et avec la possibilité de poursuivre des études dans un espace géographique plus large, le monde francophone. L'Université de Lleida veut aussi offrir notre plein soutien au département d'enseignement de la Generalitat de Catalunya à ce sujet, comme nous le faisons aussi à d'autres initiatives, soit avec le département, soit avec les services territoriaux. Pour finir, je veux seulement dire aux garçons et les filles qui font partie de cette expérience, mettez-la à profit, mais surtout, aimez-la et jouissez-la. Merci beaucoup. Em sembla que donem pas ja a la part amb més contingut de tot això. Ha estat un plaer fer aquesta presentació i espero que tingueu una bona jornada. Gràcies. Chers collègues, mais surtout chers amis, bonjour à tous et à toutes. Permettez-moi de commencer par une note un peu personnelle. En tant que professeur de français, de langue et littérature française, vous ne savez pas à quel point il est réjouissant de voir une salle remplie comme je la vois aujourd'hui. Mais une fois dit cela, on va ouvrir le feu par la conférence. Alors, on m'a dit de présenter le conférencier et c'est un plaisir et c'est un avantage aussi de présenter le conférencier qui en même temps est un grand ami. Mais je vous dirais que comme enseignant, il a un long parcours à l'Université de Lleida où il a combiné l'enseignement en langue française et ses activités de recherche aussi bien en langue française qu'en littérature française du XXe siècle. Je pourrais vous fournir une liste bien longue, mais enfin, ça mènerait à peu de choses. Permettez-moi seulement de rappeler deux de ces publications pour vous donner simplement une idée.
La première, je dirais, une des premières, c'était la métaphore dans la poésie de Louis Aragon, et une des dernières, Luis Aragon y Espagne. Mais, donc, vous voyez bien, les titres vous indiquent un petit peu à quel point son expertise l'autorise comme conférencier aujourd'hui. Mais j'espère qu'il ne m'en voudra pas de raconter une petite chose un peu personnelle qui, je pense, est essentielle pour comprendre à quel point il a des mérites pour prononcer une conférence et pour commencer avec son évocation de la liberté. Je dirais simplement que les avatars de la guerre civile espagnole l'ont mené loin de l'Espagne, l'ont séparé des siens, et tout petit enfant, il a dû partir en France. Donc je pense que cette expérience lui a marqué, lui a imprimé un sceau indéniable, qu'elle a contribué à en faire un homme engagé à vie, et que cela s'est traduit dans ses recherches et dans son regard sur la condition personnelle de l'individu. Et c'est en vertu de ces doubles registres qu'il est le candidat idéal pour la conférence d'aujourd'hui. Donc, c'est à lui de commencer. Merci, Madame la doyenne. Je crois que vous avez exagéré un peu, mais enfin, je vous le pardonner comme ami. Okay. Bon, je devais choisir un titre. Vous m'avez dit pour cette conférence un titre sur des auteurs, des écrivains, ou bien un titre qui parle de l'histoire. Alors, un peu, elle s'est anticipée. Elle m'a dit plus ou moins ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est parler d'un événement historique, de deux événements historiques très importants que vous avez sous le sous-titre « L'histoire partagée de 1936 à 1945 ». Vous savez, ces deux périodes de l'histoire très dramatiques pour l'Espagne et aussi pour la France. Et vous verrez qu'il y a un certain lien, un grand lien entre la guerre civile espagnole et la Deuxième Guerre mondiale. Et un peu, je vais parler de ça. Alors, le titre, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Vous savez que le XVIIIe siècle, avec la Révolution française, il y a eu, c'est-à-dire, l'humanité a commencé à connaître la liberté. Voilà. C'est-à-dire, je crois, vous avez trois termes. Vous savez que la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Et vous savez qu'aujourd'hui, le terme fraternité, il y a eu une évolution lexicale, si vous voulez, sémantique, on pourrait dire solidarité. C'est-à-dire, quand on parle de fraternité, eh bien, il faut aujourd'hui, dans le lexique de 2016-2017, eh bien, il faudrait entendre comme solidarité. Alors, vous voyez, ce long titre, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté, est redevable à une strophe d'un poème d'amour d'un des plus grands poètes français du XXe siècle. C'est Paul Éluard. Je crois, enfin, on dit que ce poème, au lieu de dire sur mes cahiers décollés, j'écris ton nom, etc., devait être dédié à une femme. On a dit que c'était Gala. Gala, vous connaissez, c'était la femme de Salvador Dalí, mais avant, c'était la femme de Paul Éluard. D'autres disent que c'est Dominique, l'autre grand amour de Paul Éluard. Et enfin, on va le laisser comme ça. Mais ce poème a été publié en 1941, en pleine occupation allemande, et il est devenu, d'une certaine façon, le poème de la résistance. Alors, je veux dire qu'après vous savez que en 1936, il y a eu une guerre civile. Ça a commencé la guerre civile. Elle est terminée en 1939. Et puis, en 1939 a commencé la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1945, elle est terminée. Et avant de commencer ma conférence, je voudrais que vous voyiez, regardez plusieurs photos.
Vous voyez, c'est l'exode du peuple syrien 2014, 2016, et vous savez que ça continue. Et vous allez voir, vous voyez des photos de la retirada. Vous voyez un peu la ressemblance des photos. L'une est en couleur et l'autre en blanc et noir. Bon. Vous savez donc que presque tous les jours, pendant l'année dernière, vous avez écouté à la radio, lu dans la presse, vu à la télé des millions de Syriens quitter leur pays, fuyant la guerre pour trouver asile en Europe. Le gouvernement espagnol, face à cette tragédie humaine, montre une indifférence irritante, je crois même cruelle. Par contre, les grandes villes comme Barcelone, Bilbao, Madrid, Saragosse, Valence, Cadiz et bien d'autres veulent accueillir les réfugiés, de leur permettre de vivre dignement et en liberté dans notre pays. Pourquoi cette solidarité du peuple espagnol dans les événements dramatiques des plus grands exodes de l'histoire d'Espagne, elle a souffert. Et c'est pour ça que ces villes, qui, il faut dire, ont des gouvernements locaux de gauche, pas de droite, acceptent et veulent accueillir ces réfugiés. Et voilà. C'est-à-dire, nous sommes, je ne dis pas que l'histoire se répète, mais le drame se répète. Vous verrez que les Espagnols, les Catalans, ont eu des difficultés pour être accueillis en France, et les Syriens, et presque tous les Syriens, tous les Arabes, Irakiens, ont les mêmes difficultés, et je pourrais dire beaucoup plus encore. Alors je vais commencer, et ce qui est commun entre l'histoire de la France et l'histoire de l'Espagne, c'est qu'en 1936, pour la première fois, la gauche française et la gauche espagnole arrivent au gouvernement. Jusqu'alors, il n'y avait pas eu de gouvernement de gauche. Ils arrivent avec ce qu'on appelle les fronts populaires. En Espagne, le Front populaire gagne les élections en février 1936. Et vous voyez une photo qui correspond après la victoire de la gauche, c'est à Madrid. Et puis vous avez à droite, à gauche, à votre gauche, vous avez une photo de la revue Regard et qu'on dit un peuple entier manifeste sa volonté dans la joie. Victoire, le Front populaire triomphe. Voilà, c'est 1936 et c'est d'une certaine manière la joie des gens de gauche, la joie du peuple face à la victoire pour la première fois d'un gouvernement de gauche. Mais vous savez qu'en Espagne, la droite et les militaires préparent dès le mois de mars, ce n'est pas le 18 juillet, dès le mois de mars 1936, un coup d'État. Et finalement, ce coup d'État a réussi et il commence au Maroc. Et vous voyez ici la photo des militaires et le journal Le Matin qui dit « Un coup de force militaire au Maroc espagnol ». Et voilà, la rébellion a commencé. Le 18 juillet, la rébellion se généralise dans de nombreuses casernes militaires de la péninsule. Le gouvernement républicain, les militaires fidèles à l'ordre constitutionnel, la garde civile loyale à la République et le peuple en armes fait face à la rébellion. Soyez les bienvenus, les nouveaux arrivants. Il y a des chaises un peu plus en avant si vous le souhaitez.
Bon, alors, que fait le gouvernement républicain? Vous savez, la plus grande partie de l'armée se soulève contre la République. Et qu'est-ce qu'il fait avec les militaires loyaux, le peuple? Il distribue les armes au peuple. Et voilà, c'est-à-dire, vous voyez, une photo, c'est à Barcelone, où il y a un échec militaire, le coup d'État est avorté, et vous voulez le peuple qui, dans les rues, et l'autre photo, c'est à Madrid, quand, après l'échec de la rébellion, la caserne dans la montagne, distribue les armes au peuple pour faire face aux militaires. Pourquoi le coup d'État? Parce que les militaires rebelles veulent conserver les privilèges d'une classe dominante, formée principalement par les grands terriens, par l'Église et les militaires eux-mêmes. Cette rébellion a été considérée comme un coup d'État fasciste, puisque Franco a imposé un régime fasciste lié à la pensée nationale catholique. Et voilà, si j'utilise la définition d'un régime fasciste, ce n'est pas la gauche qui l'a fait, c'est l'Assemblée générale des Nations unies. Regardez qu'est-ce qu'ils disent. C'est la résolution 32, du 9 février 1946, qui affirme que le régime franquiste a été fondé avec l'appui des puissances de l'Axe, l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler et l'Italie fasciste de Benito Mussolini. C'est pour ça qu'on dira que le régime franquiste, c'est un régime fasciste. Qui participe dans cette guerre. Vous savez que les rebelles, les militaires rebelles, ils ont utilisé le terme national face aux rouges, parce que les autres sont les étrangers. Alors, on va démythifier un peu cette idée que les nationales, c'était exclusivement les Espagnols. Alors, voilà. Quelle est la participation étrangère dans cette guerre? Vous savez que on a accusé, c'est-à-dire on a dit la République, il y avait les brigades internationales. Et voilà, c'est tout. Puis il y avait l'aide soviétique. Vous verrez combien de combattants soviétiques il y avait. Simplement, à cause de l'accord de non-intervention fait par l'Angleterre et puis un peu la France obligée à suivre cette orientation, la République n'a pas eu tellement d'aide. Et c'est simplement les Soviétiques qui ont accepté de donner des armes, des canons, des avions, des tanks à la République. Et vous verrez qu'elle arrive juste au mois d'octobre. Au mois d'octobre, Madrid est assiégée par les troupes nationales, par les troupes franquistes, et près de tomber. Et c'est grâce aux combattants des brigades internationales qu'ils ont pu résister. On verra bien. Regardez donc les troupes mortes et l'alarme qu'elles provoquent. Regardez un peu, vous voyez ici, à la droite, vous avez des militaires, des membres marocains qui attendent pour être embarqués vers la péninsule. Et regardez, à gauche, Defendamos Madrid. Et vous voyez la pancarte. Nuestras mujeres no serán nunca atropelladas por los moros. Vous savez que c'était le grand danger. C'est-à-dire quand ils entraient dans une ville, ils avaient la liberté de faire ce qu'ils voulaient. Et voilà, cette pancarte vous montre à quel point c'est la guerre. Et vous voyez, c'est Nuestras mujeres nunca serán atropelladas por los moros. Vous voyez, en tout cas, l'alarme que provoquaient ces soldats. Donc, vous voyez, il y a 80 000 hommes ont participé, 80 000. On utilise le terme moro, ce n'est pas un élément qu'il faut utiliser comme despectif, péjoratif. Ce sont des gens, ce sont les habitants du Rif. C'est ceux-là qui venaient. Bon. D'autres qui ont participé à cette guerre.
c'est la Légion Condor. On va en parler après. C'est la Légion Condor allemande, 18 000 combattants, 18 000 soldats allemands au long de la guerre sont intervenus en Espagne. Généralement, ils avaient un minimum de 6 à 7 000 soldats. Généralement, des pilotes d'avions et des conducteurs de chars. Puis il y avait le corps des troupes volontaires italiennes, 75 000 hommes. Regardez un peu l'affiche, une affiche républicaine, qui dit « La garra del invasor italiano pretende esclavizarnos ». Et vous voyez aussi la photo, là c'est à Majorque. Majorque a été occupée par les Italiens et bon, il y a eu une grande répression à Majorque. Donc vous voyez quelle est la participation, quelle a été la participation des forces étrangères en ce qui concerne la droite, en ce qui concerne l'armée rebelle. Et voilà l'aide soviétique. L'aide soviétique a été en armes et 2105 combattants pendant toute l'année, pendant toute la guerre. Puis, les brigades internationales. 35 000 hommes. Je ne dis pas hommes combattants, parce qu'il y avait aussi des femmes. Et regardez le poids lourd de cette guerre pour ces gens-là, avec 15 000 tués. Il faut dire que la plupart des brigadistes morts sont morts dans la défense de Madrid, dans les premiers jours. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'armes. Finalement, l'aide soviétique sont arrivés, les tanks et l'aviation, mais les premiers jours, au mois d'octobre, l'aide soviétique n'était pas encore arrivée. Et voilà, et vous savez que Madrid a été dite aussi la capitale de la douleur. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans, elle a fait face aux militaires franquistes. Et vous voyez, là, vous avez le drapeau républicain avec l'insigne des internationales, des brigades internationales. Ils avaient ce triangle en haut, rouge. Et voilà. Il faut dire que de nombreux, c'est-à-dire ce n'étaient pas des soldats, des militaires professionnels, les brigades internationales. Il y avait des travailleurs, il y avait des écrivains, des poètes, des peintres. Et ça, c'était la composition des combattants des brigades internationales. Et au mois d'octobre, ils arrivent à arrêter, à stopper les forces franquistes face à Madrid. Et vous savez, on va aller très vite, vous savez que le lundi 26 avril 1937, Guernica a été bombardé, pilonné par 44 avions de la Légion Condor allemande nazie et 13 avions de l'aviation légionnaire italienne fasciste. Vous voyez, il a été le premier tapis de bombes. Nous, en catalan, en espagnol, es a manta. C'est-à-dire, pilonnée, c'est-à-dire elle a été détruite pratiquement, c'est-à-dire quand l'aviation détruit tout ce qui est... Il y a une zone qui détruit complètement. Alors, il a été le premier tapis de bombes et le premier bombardement alternant bombes explosives et incendiaires. Ce qui viendra après, ce sera le napalm. C'est le commencement du napalm. Vous savez, il y a une image très symbolique de la guerre du Vietnam. Il y a une jeune fille qui court nue et qui est complètement atteinte par le napalm. Voilà, l'aviation allemande fait des essais sur le sol espagnol, en tout cas de Guernica. Bilan, 1654 morts et plus de 800 blessés selon le gouvernement basque. Et nous allons voir si ça marche. Attendez un moment. Vous allez voir à la télé française
J'espère que ça va marcher. No hi ha veu? Hi ha pas de voix. Algú em pot ajudar? A veure, mirem aquí, espera't un moment. Espera't un moment, aquí. A veure, espera, no, ja està, està tancat. No, continua estant tancat. Bon, alors, attendez, ça y est. C'est que no sé si se sentirà prou. Pleine guerre civile, dans la petite ville de Guernica, 7000 habitants à peu près, c'est jour de marché. Or, Donc aquí està tancat. 16h20, 16h30, on entend vrombir des moteurs d'avion. C'est la Légion Condor, une force aérienne d'intervention envoyée par Hitler pour soutenir Franco. Et 3 longues heures durant, Guernica est pilonnée. Les 33 appareils lâchent des bombes explosives et incendiaires avant de finir le travail à la mitrailleuse. Près d'un quart de la ville est en feu. D'ailleurs, l'incendie continue de progresser. Au total, les 2 tiers des maisons seront ravagées. Et bien entendu, je ne vous parle pas des morts. Il y en aura un peu plus d'un millier. Mais pourquoi Guernica? Pourquoi les avions allemands C'est s'attaquent-ils sempre à aquí, cette vol dir que ville no, plus qu'à no el treu. Peut-être pour le symbole, Guernica est la capitale spirituelle du Pays Basque. C'est dans cette ville sacrée, que les seigneurs de Biscaye venaient prêter serment autour de l'arbre de Guernica. Donc c'est très important d'un point de vue On a tous entendu parler de Guernica. Pourquoi retient-on ce bombardement plus qu'un autre? Pour plusieurs raisons. Le nombre de victimes, mais aussi l'horreur de cette agression d'un objectif civil sans défense. Guernica n'est pas un centre industriel, c'est pas un arsenal. On l'a bombardé uniquement pour semer la terreur. C'est ce qui sans doute a tant choqué. Et puis vous On entend un peu. Évidemment, il y a le rôle déterminant. Bon, attendez, je vais essayer de... La grande toile de Picasso est devenue On va le laisser donc... célèbre. Il y a aussi vous savez, Comment c'est on va pas normal. s'arrêter là, puisqu'on est à quelques mois de la Seconde Guerre mondiale. És que en necessitaria d'altres també. Ah oui, bon, j'ai besoin du son parce qu'après nous allons voir une séquence. Ça y est? Espera un moment. Il est 6h27 et nous sommes le mardi 26 avril 2016. Aujourd'hui, dans l'histoire de notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors, à quel 26 avril allons-nous? Le 26 avril 1937, Thomas, bien triste date puisque c'est celle du bombardement de Guernica par l'aviation allemande. M'han dit que sí, que vull dir que m'han dit que funcionava. A mi m'han dit que no volien ser. Tu que hi veus més que jo? Sí, doncs mira, a veure un moment. Ara. No. No se sent. Bon. Bon, je vais continuer, donc je vais continuer avec voilà. Sí, però aquí el so no era... Ja, però... Bon, alors... Espera un moment, el fico. Bon, je m'excuse, vous voyez, c'est en... Sí,
llegit, el primer. Marca. Posa el segon mateix. A veure si se sent. Així, mentre ell va fent, tu pots parlar. Voilà. Bon, regardez, donc, je vais continuer. Voilà, ça c'est la ville de Guernica après le bombardement de la Légion Condor et de l'aviation légionnaire italienne. Alors, quand ils ont vu ce désastre, les franquistes ont dit que c'était les républicains qui avaient bombardé Guernica pendant quelques jours. Et ce bombardement de cette ville a fait changer beaucoup de personnes. Ils ont vu que le régime franquiste, il était impossible de défendre après ce type de bombardement. Et vous savez aussi que le Pays basque est un pays catholique et que il y avait les Gudari, c'était les soldats basques, avant d'entrer en bataille, participaient à une messe. Et les curés basques étaient aux côtés des Gudari. C'est-à-dire, quand on explique l'histoire de l'Espagne, il faut expliquer ça aussi. Donc, voilà, ça n'a pas marché. Et quand il y a une histoire, c'est-à-dire la presse, le journal Ce Soir, que nous allons le voir, reçoit des photos de Guernica, et c'est un écrivain, le directeur du journal Ce Soir, va voir Picasso et lui montre les photos du bombardement, les photos que vous avez vues, de Guernica. Et Picasso, pendant 15 jours, s'enferme et va peindre une des toiles les plus célèbres qu'il y a contre la barbarie réalisée par par l'aviation allemande. Et vous voyez cette immense toile que pendant la dictature franquiste, eh bien, si on allait chez quelqu'un voir des amis et tout d'un coup, s'il était de gauche, on voyait la reproduction du Guernica chez eux. Et on savait que ces gens-là, bien sûr, étaient des antifranquistes, étaient des démocrates. Voilà, c'est-à-dire c'est une toile qui a été une toile modèle, d'exemple pour beaucoup de républicains. Alors, cette toile devient donc un symbole, une dénonciation de la violence franquiste et fasciste, puis de l'horreur de la guerre en général, et aussi un message contre la barbarie et pour la liberté. Voilà ce qui est devenu, c'est-à-dire plus loin que le fait du bombardement de la ville, il devient un symbole. Ici réside l'importance du tableau aussi de Guernica. Bon, bien sûr, le bombardement de Guernica est le plus célèbre, grâce, d'une façon, à la toile de Picasso. Mais il y a d'autres bombardements qui sont plus près de nous. Et je suppose que vous avez vu cette image. C'est le bombardement à Lleida du lycée scolaire. Et cette femme pleure la mort de son mari. Son mari, c'est Pere Arnau, il était d'Arbeca. Ces photos, ça, bien sûr, ce sont les ruines, c'est des photos de Lleida. Et regardez comment Lleida, ce bombardement, apparaît dans la presse française. C'est le journal Ce Soir. Ce Soir a été un journal créé en 1937 et c'est un journal de gauche. Le directeur était Louis Aragon et Jean-Richard Bloch. Et chaque jour,
il y avait des photos sur la guerre d'Espagne et des commentaires sur la guerre d'Espagne, des articles. Il a été le journal le plus proche aux républicains. Et regardez un peu, vous voyez, ici nous avons l'aviation rebelle tue 120 personnes à Lérida. Le lendemain, vous voyez la photo qu'on a vue une autre fois, Lleida, douleur des mères. Il faut dire qu'il y a eu 125 morts, dont 50 enfants. Presque tous, je suppose qu'à la télé, vous avez écouté des gens qui, ceux qui ont survécu à ce bombardement, qui ont expliqué cette histoire. Donc vous voyez ici, Lleida paraît aussi dans la presse. Encore d'autres photos de Lleida. Généralement, ce soir, réservé la dernière page du journal pour des photos sur la guerre d'Espagne. Et vous voyez aussi la grande douleur des mères, Lleida, 2 novembre 1937. Vous voyez ces photos, le bâtiment détruit, l'école détruite, puis cette photo qui est devenue très connue. Et quand on voit des photos sur la guerre d'Espagne, sur les bombardements, généralement, vous voyez cette femme qui pleure son mari. Bon, alors, après la bataille de l'Èbre, novembre 1938, et la chute de Barcelone, Barcelone tombe le 26 janvier. Regardez, vous savez, il y a 2 façons d'exprimer, de raconter une histoire sur une guerre, sur une victoire ou bien sur une défaite. Par exemple, vous savez que, ici en Espagne, vous savez que le 2 janvier, quelques-uns célèbrent la conquista de Granada. D'autres disent la chute de Grenade. Vous voyez, il y a une grande différence. Quand on parle de la chute, eh bien, ceux qui disent la chute, ce sont ceux qui ont perdu. Et regardez comment Le Corbusier, vous savez, c'est un grand architecte, et comment il représente la chute de Barcelone. Je ne vous ai pas montré des photos sur l'entrée des militaires fascistes à Barcelone. Non, j'ai choisi ce tableau, cette toile, ces 2 toiles de Le Corbusier. Et vous voyez ici l'homme qui tombe, qui est étalé par terre, c'est-à-dire il a perdu la guerre, et vous voyez, et cette femme nue que vous voyez, c'est la douleur d'une ville, et Le Corbusier, il la représente de cette façon. Ça ressemble aussi à Fernand Léger, des tableaux de Fernand Léger. Bon, alors, je ne sais pas si ça va marcher. On va essayer. Attendez, j'aimerais voir, enfin, on verra bien si c'est... Barcelone, le 26 janvier 1939, il y a un mouvement de panique très fort. On n'entend pas, non? Qui va donc se retirer J'arrête. pour désigner l'exode de Alors, je regrette, on revient, on va voir les diapos. Attendez, voilà. C'est la retirada. Alors, j'ai voulu commencer par cette photo. C'est l'image
c'est l'image de la douleur, du désespoir d'une femme avec son enfant. Regardez, elle ne regarde même pas son enfant qui est en train d'allaiter. C'est l'image de la défaite. Ok, 10 minutes. Alors je vais aller rapide. Vous voyez? D'autres photos. Regarde, enfin, dans le film, on l'aurait vu. Voilà, ça c'est l'exode. C'est la retirada, c'est-à-dire qu'ils essaient d'arriver à la frontière française. Voilà. Le Pertus. Voilà. Oui, ils avaient bien sûr un mouton, mais pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de manger. Parce qu'ils s'étaient emportés tous les animaux qu'ils pouvaient pour pouvoir manger pendant le voyage. Voilà, vous connaissez cette frontière. Il y a une autre affiche. Nous avons Les, Bossost, Biella. Vous voyez? C'est l'hiver aussi. Ils sont rentrés en France en janvier, février. Vous avez vu des images peut-être sur les réfugiés qui sont dans des camps, qui sont maintenant, c'est-à-dire, ou bien il y a le froid, ils ont très froid. Et voilà. Ça, c'est peut-être l'image la plus symbolique qu'il y a de la retirada. Regardez, cet homme, nous allons voir comment il s'appelle, il a le drapeau républicain. Sa fille, vous voyez, invalide, et après sa famille. Et voilà. Ils sont de Huesca, ils sont de la ville de Monzón. Vous voyez, Thomas, Coll, Mariano, le père, Alicia, la fille, Amadeo, Antonio, le fils aîné. Et voilà, si vous allez au Bajol, à la Bajol, vous verrez cette statue avec ces deux, le père et la fille. Bon, d'autres photos sur la frontière, le Pertus, vous voyez, complètement bloqué. 500 000 personnes sont passées en 4 ou 5 jours. Et vous voyez aussi les images, cette douleur, le désespoir de ces femmes. Et la police qui essaie de contrôler. Vous voyez, ce sont des enfants. Et ça, c'est l'armée républicaine, ce qui reste de l'armée républicaine. Les soldats qui entrent en France. Et en entrant en France, vous voyez cette photo est de Capa, Robert Capa, un des photographes les plus célèbres qu'il y a. Et nous allions, c'est-à-dire là, il y avait le film de Geneviève Desfrus-Armand sur l'exil des républicains espagnols en France. Vous voyez, c'est la même photo d'une autre façon. Ça, ils sont en France, vous voyez. Et ce soir, montre aussi ces mêmes photos en expliquant, c'est-à-dire, vous voyez la tragédie de ces filles, de ces femmes, de ces enfants. Vous voyez, une autre fois. Vous voyez, par milliers, exténués, affamés, les réfugiés arrivent. Et vous voyez à côté notre souscription pour le dispensaire mobile à l'Espagne. Ce journal et la gauche, les syndicats, ont bien sûr demandé de l'argent pour faire face aux besoins des réfugiés. D'autres photos sur cortège de souffrance à notre frontière, 20 000 réfugiés attendus aujourd'hui. La tragédie de la faim, de l'épuisement et de l'exil se déroule à notre frontière. Et vous voyez ici des mères avec leurs enfants. Et d'autres images, c'est la neige, c'est l'hiver. Et nous allons voir maintenant, c'est-à-dire où sont placés tous ces réfugiés. Ils sont placés généralement dans des camps de concentration. Vous voyez, le mot concentration a été utilisé pour la première fois en France pour éviter un autre mot qui était pour un camp pénitentiaire. Pour éviter, c'est-à-dire aujourd'hui, on dirait aujourd'hui,
ce mot a été rayé à cause de ce que les Allemands, c'est-à-dire quand les Allemands ils ont créé des camps de concentration, et après on a ajouté camps de concentration et d'extermination. Et alors, généralement aujourd'hui, ce sont des camps d'internement, pour ne pas utiliser camps de concentration à cause de ce qu'ont fait les Allemands avec les camps de concentration. Donc, plusieurs camps, camp du Vernet, ici c'est Saint-Cyprien, c'est Baccarès aussi, et je vais terminer sur les camps de concentration avec cette image de cette femme avec des fils barbelés. Alors, par exemple, vous savez que la vie dans les camps de concentration a été très difficile. À Argelès, 12 000 personnes sont mortes pendant leur séjour à Baccarès. Et des écrivains ont raconté leur vie dans ces camps de concentration. Le premier que vous voyez ici, c'est Manuel Andújar, qui a vécu pendant quelques années à Lleida. Il a écrit dans des journaux de gauche, et il a écrit Saint-Cyprien-Plage, où il raconte les mois passés à Saint-Cyprien. Bon, alors ça ne va pas marcher, je le laisse. Et que font, c'est-à-dire, vous savez, bon. Le 1er septembre 1939 commence la Deuxième Guerre mondiale. Puis, au mois d'août, enfin, fin août 1940, l'armée allemande défile dans Paris. Généralement, c'est la plus grande défaite de l'armée française qu'il y a eu dans la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands défilent, et que font les républicains espagnols? Les républicains espagnols, généralement, ils s'engagent massivement, ceux qui restent, dans la résistance. Parce qu'ils veulent lutter contre les nazis, et après continuer, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir, après, gagner Franco, une fois que les Alliés aient battu les Allemands. Alors, généralement, les résistants, les Espagnols, les républicains espagnols, s'engagent massivement dans la résistance, dans la lutte armée contre l'Allemagne nazie. Et vous voyez ici des républicains espagnols c'est la Haute-Savoie, c'est un commando de la Haute-Savoie, et vous voyez, c'est-à-dire, ils saluent à la façon républicaine de l'Espagne. Les Français ne saluent pas comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire, ce sont des républicains qui organisent d'une certaine façon ici, dans la Haute-Savoie. Et s'ils sont faits prisonniers, eh bien, on les envoie dans des camps de concentration et d'extermination. Et nous allons voir quelques images. Bon, alors je termine. Alors vous voyez ici, nous avons le signe qu'ils ont. S pour Rot España, rouge espagnol, et ça nous avons de Mauthausen, le camp de concentration. L'autre, la même façon, une autre photo, vous avez, c'est K.L. Reg de Joaquín Amat Piniella qui raconte dans son livre son expérience au camp de concentration. Et là, vous avez un autre camp de concentration, c'est pour les femmes, c'est Ravensbrück, et vous voyez un peu ces images. Derrière, il y a des cadavres. Et c'est Neus Català qui a été dans ce camp de concentration et qui s'habille quelques années après avec le même costume de prisonnière qu'elle avait. Et vous avez son livre Une salle de blanc. Je vais terminer, bien sûr, je vais aller rapidement. Nous allons parler de la libération de Paris. Généralement, vous savez qu'on a l'habitude de cacher, de ne pas dire ce qui s'est arrivé. Alors, pendant un certain temps, on a caché, on n'a pas dit que les premiers soldats qui sont arrivés à Paris, qui ont libéré Paris, ce sont des soldats républicains. Et vous voyez ici, ils arrivent, c'est les Astrac,
Et ce sont des soldats républicains qui arrivent avec des d'Astra qui s'appellent Teruel, Guadalajara, Guernica, Madrid, Don Quixote. Ce sont des noms des temps qui arrivent. Ce sont les premiers qui arrivent à Paris. Et pendant beaucoup d'années, cette participation n'a pas été reconnue. Mais il y a quelques années, le président Hollande a reconnu cette participation des républicains espagnols. Regardez ici, nous avons des drapeaux français, puis des drapeaux républicains. Aucun drapeau espagnol, enfin de la monarchie ou du régime franquiste. Vous voyez, c'est l'hommage que la France a rendu à la résistance française. Bon, j'ai voulu, et je termine, vous savez, mon objectif a été ce qu'on appelle de parler en catalan, en espagnol, la récupération de la memoria histórica. Les Français utilisent un autre mot, je crois qu'il est beaucoup plus beau, c'est le devoir de mémoire. Hein? Alors, c'est un peu, n'oublions pas, j'ai commencé par une diapo qui dit à ne pas oublier. Alors, n'oubliez pas l'histoire de notre pays et quand vous verrez des photos ou des images sur des Syriens qui arrivent en Europe, alors souvenez-vous-en, recordez-vous-en. Merci. Pardon. C'est nous qui te remercions d'avoir bien voulu accepter de t'occuper de cette séance, mais surtout de nous éveiller notre mémoire, comme tu viens de le remarquer, et de faire appel à notre conscience à tous pour que dans notre action journalière, le mot liberté ne devienne pas un mot passe-partout, mais qu'on contribue tous avec notre petite aide et collaboration à faire du mot liberté une réalité. Je pense que ce n'est pas le moment pour les questions, mais que les questions vont être posées d'une manière un peu ludique, sous une forme de jeu, auquel vous pourrez tous participer, mais c'est quelqu'un d'autre qui va vous indiquer la question. Oui, non, clar, però és que si no m'hagués tancat. Alors là, vous m'entendez bien. Donc, oui, sur le réseau Wi-Fi, est-ce que vous y êtes? Est-ce que nous... Laura? Ici. Mais le réseau, il n'est pas indiqué ici. C'est Congrès? Congrès, c'est la xarxa. Alors, mais oui, je sais ça, sisplau. L'usuari
c'est celui qui est indiqué ici, et votre mot de passe, BATSI 2017. Vous devez faire des groupes de 3 personnes, un mobile pour 3 personnes. Alors, pour 3, hein? Un portable pour 3 personnes, d'accord? Ça marche? Bon, alors, moi, je dois remettre le... Bien. Est-ce que... Oui. Ça ne marche pas maintenant. Voilà. Non, team. Oui, d'accord. Team, non, parce qu'ils vont mettre les noms. Oui, ça fait rien. C'est un peu la même chose. Oui, mais comme ça sera... Hein? Alors, vous devez introduire les noms, le nom de votre équipe et les noms des joueurs. Vous introduisez les noms? On a déjà 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes, 5 équipes, 8, 9, 10, 12 équipes, 13, 14, waouh, 15. C'est bon? Pas encore? « 17. 18 équipes, c'est bon? Ça y est? 21 équipes. Allez, on commence. Hein? On va commencer. Il y a 22 équipes. Stop. On commence. Chut. Chut. On y va. Hein? Vous êtes prêts? Quel est le nom de l'auteur du poème Liberté? Jacques Prévert, Paul Éluard, Robert Desnos, André Breton. Vous devez taper sur la couleur. D'accord? Paul Éluard. On continue. Quel est le message de Picasso dans le tableau Guernica?
un manifeste contre la barbarie pour la liberté, la revendication d'un monde nouveau, l'expression de sa solidarité avec le peuple basque, la revendication d'un art nouveau, tapé sur la bonne couleur. Non, ça sera marqué après. Hein? Ah oui, d'accord. Je dis levez la main ceux qui... Levez la main ceux qui ont les meilleurs scores. Barça, bravo Barça. On continue. Quel est le nom de la fiche de Miro transformée en timbre pour aider la République espagnole? Aider l'État espagnol, aider l'Espagne. Pour la liberté en Espagne, no pasarán. Plus que quelques secondes. Aider l'Espagne. Et puis passe en tête. Et puis on continue. Bravo. Comment appelle-t-on l'exode des républicains espagnols de 1939? El éxodo, la retirada, la huida ou el exilio. Et puis encore bravo. On continue. 3 camps de concentration où ont été confinés les républicains espagnols. Argelès-sur-Mer, Perpignan, Rivesaltes, Agde, Toulouse, Rivesaltes, Agde, Collioure, Gelfa, Argelès-sur-Mer, le Barcarès, Saint-Cyprien. Toujours épi en tête, on continue. Qui a écrit Saint-Cyprien-Plage? Lydie Salver, André Malraux, Manuel Andújar, Georges Semprin. Manuel Andújar. Et puis 3 passes en tête. Continue. Quelle est la date exacte du début de la Seconde Guerre mondiale? 18 juillet 1936, 1er septembre 1939, 14 juin 1940, 18 juin 1940. Il parle fort. Et puis 3 en tête. On continue. Camps de concentration et extermination où ont été confinés plus de 7000 républicains espagnols. Mauthausen, Treblinka, Auschwitz, Birkenau, Dachau. Mauthausen. Et puis 3 en tête. Lettre dans le triangle bleu pour distinguer les républicains espagnols des autres détenus. R, E, S ou M?
Andrés Spagnard. On continue. Les Onofres sont 3e maintenant. Hein. Il y a eu un changement dans le classement. Continuons. Quel auteur catalan a écrit Kael Reich? Josep Maria de Sagarra, Josep Pla, Salvador Espriu, Joaquim Amat Piñella. On va parler de ça. On continue. Comment s'appelle le livre sur Neus Català, rescapé du camp de Ravensbrück? La nuit, sauf toi, la vie t'appelle, l'écriture ou la vie, un ciel de plomb. On continue. Le classement a l'air de se stabiliser maintenant. Hein, on va voir. 3 noms des premiers Halftracks qui ont libéré Paris en 1944. Romilly, Champs, Paubert, Montmirail, Alsace, Normandie, Aquitaine, Guadalajara, Teruel, Guernica, Extremadura, Valencia, Galicia. Guadalajara, Teruel, Guernica. 23 bonnes réponses. Voilà. Guess results. Ara sortirà. Espera't, hein. Je vois pas. Je vois pas les noms, ils sont pas là. Ah oui. Attends, je vais. Oui, on va les appeler. Vas-y, dis-moi là. On appelle les 4 premiers qu'on a. Oui, mais où est-ce qu'on les a? Tu reviens sur le... Voilà, et va chercher les résultats. Ah oui, c'est ça que j'ai fait. D'accord. Et save, ah non. Non, je pensais qu'on les avait là. Full screen. Et non, oublie ça. Rating? Non, il n'y a pas de moyen de savoir. Mais je pensais qu'elles étaient écrites, hein, quand j'ai essayé la maison, c'était reviens écrit. sur l'arrière peut-être. Attendez, on va voir à nouveau comme ça. Direct. Oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et ils ne m'ont pas donné les noms. Non? Final scores. Ouais, final score, c'est ça. Où est-ce que c'est? Là. Ouais. Là. Voilà. Ok. Allez, on a trouvé les gagnants. Hein? Alors, c'est... Alors, j'appelle Monsieur Stéphane Paris qui va remettre les prix aux 3 équipes gagnantes. Ah, et Monsieur Joseph Serenti, je reprends, hein, Monsieur Joseph Serenti et Monsieur Stéphane Paris vont remettre les prix aux 3 équipes gagnantes. Alors, on appelle tout d'abord l'équipe EPI 3, EPI 3, EPI 3 personnes. Un grand bravo pour les gagnants. La photo de rigueur.
Bravo aux vainqueurs. Alors, les deuxièmes sont EPI 1. Le groupe EPI 1 a disparu, non? Ils sont là? Bravo. Voilà. Ouais. Bien, un grand bravo à nouveau pour les deuxièmes. Bravo, bravo. Les troisièmes maintenant, les Onofres. Bravo. Un grand bravo. Ça marche pas trop. Et en fait, bravo à tous, parce que c'était une grande participation. Alors je vais céder la parole à Laura, qui va vous expliquer la suite du déroulement de la journée. Bonjour. Espera que m'ha Bé, esperem que us ho hagueu passat molt bé aquesta primera part. Us espera una segona part plena d'activitats molt interessants, on gaudireu també de conèixer-vos tots i de conèixer altres experiències i de treballar diferents temes en els tallers.